MacPadOS. Action, réaction. Pan sur le pixel. Faites du sport avec Taylor. Le plastique, c'est fantastique. Vendredi 21 septembre 2022. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne à Week, épisode 262. Bonjour à toutes et à tous. Apple travaillerait à une version simplifiée de macOS spécifiquement conçue pour les iPads à processeur M2, à l'image des iPad Pro qui viennent d'être annoncés. C'est en tout cas ce que croit savoir un utilisateur parfois bien informé de Twitter du nom de Majinboo. Il a publié une photo montrant ce qui pourrait être une fenêtre d'installation d'un système qui porte le nom de Mendocino. Selon lui, Mendocino serait le nom de code de macOS 14, le successeur de macOS 13 Ventura donc. Et on voit que le fichier d'installation se termine par l'extension IPSW, qui correspond au format de fichier des systèmes iOS et iPadOS. Le même Majinboo complète en indiquant que les éléments d'interface de ce macOS pour iPad seraient agrandis de 25% pour les rendre plus facilement utilisables en mode tactile. Alors Fabrice, est-ce qu'on y croit ? Pas du tout. C'est vrai ? Pas du tout ? Non, j'y crois pas du tout, moi. D'abord, je trouve ça un peu bizarre que... déjà, le nom de code me fait bizarre parce que c'est déjà le nom d'un endroit en Californie. Alors que le nom, justement, Apple choisit des noms d'endroits en Californie, non pas pour le nom de code, mais pour véritablement le nom de son système. Un truc qui m'a fait sourire en cherchant justement pour trouver ça, c'est que Mendocino, c'est le nom d'un petit village donc en Californie qui a servi pour le tournage de la série Arabesque avec Angela Lansbury qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Le clin d'œil serait assez lointain quand même là. Alors, et du coup, c'est censé être à chaque fois pour Apple en plus des endroits de Californie remarquables. Ça me paraît pas tellement remarquable. Bon, voilà. Ensuite, Apple fait tellement d'efforts pour transformer iPadOS en quelque chose d'un peu plus puissant, sans vraiment y parvenir jusque-là. On va reparler de Stage Manager dans les jours qui viennent et dans les semaines et sûrement dans les mois qui viennent parce que tellement c'est pas prêt. Et puis voilà, pour l'instant, enfin. Craig Federighi, par exemple, sur scène, chaque fois qu'il a été interviewé, il a tellement dit, en appuyant fortement, mais non, on ne mettra pas macOS sur un iPad, que j'ai tendance à croire ce qu'il dit, quoi. Donc franchement, je ne crois pas du tout à l'arrivée de ça, et en tout cas pas pour macOS 14, qui serait donc l'année prochaine, ça me paraît pas raisonnable. Et ce, malgré Stage Manager, qui pourrait être un début de convergence ? Oui, alors sauf qu'on voit que le début de convergence se passe dans la douleur, hein, parce que ça marche pas. Hein. Pour un système qui arrive lundi prochain, le 24, on le rappelle, on voit des gens là qui sont sur la release candidate, donc qui est censé être la première version finale du système, et qui montre très clairement que, par exemple, on est dans FaceTime, on redimensionne une fenêtre à la mode iPad, et la caméra pivote. Alors qu'on n'a pas fait de pivoter son iPad. Donc, enfin, c'est pas prêt, quoi. Donc, ce serait mieux, à vrai dire, que y ait macOS sur l'iPad. Ce serait mieux, finalement, parce qu'ils n'auraient pas besoin de refaire tout un système de fenêtres, puisque ça existe déjà depuis 40 ans. Et là, ils veulent repartir de zéro, et visiblement, pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Donc, c'est très bizarre. Alors, tu évoquais la release candidate. macOS 13 Ventura doit effectivement arriver lundi. On vous a déjà dit nos réserves sur l'autre système qui doit arriver lundi avec iOS 16.1. C'est évidemment iPadOS 16.1. Et voilà, à propos de macOS, qu'une release candidate 2 est sortie. Ça veut dire que la première n'était pas opérationnelle. Alors, je crois que tu as installé la release candidate 2 à l'instant, Fabrice. Est-ce que tu as une première impression ? Bon, ça laisse que 48 heures. Hein. Alors oui, donc sans filet, effectivement, je viens de l'installer avant qu'on enregistre. J'aurais bien voulu le faire avant, puis pour tout un tas de raisons, j'ai un peu tardé. Donc pour l'instant, ça fonctionne. J'ai été très surpris de l'installation. J'ai été trompé. J'ai eu l'impression que l'installation ne durait que 3 minutes. Parce qu'au moment du premier démarrage, je suis tombé sur un écran avec le fond d'écran de Ventura très jaune là. Et puis en fait, j'ai lancé ma session et il a de nouveau fallu 12 minutes sur mon Mac M1 pour l'installer. Tout ça quelques minutes avant qu'on enregistre. J'ai eu quelques
quelques suées. Tout a l'air de fonctionner. J'ai pas eu de problème au moment du démarrage. Tout a l'air ok. Je me dis que s'il y a une release candidate 2, c'est que l'ARC1 qui a été proposé aux développeurs a été retiré en catastrophe, donc il devait y avoir un problème suffisamment sérieux pour le faire, qui a été corrigé avec la RC2. Donc pour l'instant je croise les doigts, mais ça fait donc première impression au bout d'une demi-heure d'utilisation, tout va bien. Alors, cela dit, une annonce officielle cette fois confirme l'arrivée de logiciels professionnels pour iPadOS. Blackmagic Design a en effet annoncé l'arrivée prochaine de DaVinci Resolve, son célèbre logiciel de montage vidéo concurrent direct de Final Cut d'Apple et de Premiere d'Adobe. C'est du lourd, et c'est du lourd qui arrive alors que Final Cut sur iPad, ça n'existe toujours pas. Alors, c'est quand même assez étonnant, déjà, que ce soit DaVinci Resolve qui arrive avant Final Cut, que finalement, Apple en fasse un peu la promo, parce que quelqu'un a remarqué dans les vidéos de présentation du nouvel iPad 10 ou des nouveaux iPad Pro plutôt, qu'il y avait l'icône de DaVinci Resolve dans le dock de l'iPad. Donc ça a été annoncé par Apple finalement, ce qui est quand même très 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 étonnant. En tout cas, cela dit, c'est quand même une bonne nouvelle parce que depuis le temps qu'on attend vraiment des logiciels pro pour l'iPad Pro pour transformer cette machine qui, comme on le disait dans iWeek, est quand même très très chère, a vraiment besoin de logiciels de ce genre pour justifier son existence véritablement. Et DaVinci Resolve qui sera disponible en deux versions, une version gratuite et une version payante. On n'a que le prix en dollars pour l'instant. Ce sera $95, soit probablement une petite centaine d'euros. Depuis iOS 10, il est possible de répondre à un message reçu dans l'application du même nom par une simple réaction. Il suffit pour cela d'effectuer un appui long sur la bulle du message et de choisir parmi les icônes de réaction proposées, un cœur, un pouce levé, etc. La réaction graphique apparaît alors sur l'écran de votre correspondant, accroché à la bulle qu'il a envoyée. Le problème, c'est que cela ne fonctionne que pour les bulles bleues, c'est-à-dire les messages envoyés entre utilisateurs Apple. Les autres, le plus souvent, les utilisateurs Android, donc, reçoivent à la place un message texte indiquant que le correspondant a ajouté une réaction au message. C'est quand même beaucoup moins fun. La situation est peut-être en train de changer puisqu'une prochaine mise à jour de l'application de gestion des SMS de Google pourrait apporter cette fonction aux utilisateurs Android, aussi bien pour recevoir les réactions que pour en envoyer. Est-ce que ça veut dire que Google et Apple sont en train de se réconcilier au moins sur ce sujet-là, Fabrice ? Alors, j'ai envie de dire oui peut-être, mais que c'est pas si important que ça, parce que c'est la démonstration que on a besoin d'un système qui soit compatible sur toutes les plateformes, au moins ces deux-là. Et que c'est pas le SMS qui va résoudre cette problématique. On sait que Google réclame à Apple depuis des mois, peut-être même des années maintenant, l'adoption du protocole RCS, qui est une sorte de SMS plus qui permettrait d'être compatible. Apple ne veut pas, continue à rester dans son précaré avec e-message, et on l'a déjà évoqué dans iWeek aussi, c'est que finalement il y a d'autres plateformes de messagerie, WhatsApp, Telegram, Signal, qui fonctionnent très bien sur toutes les plateformes, et qui du coup commencent petit à petit à manger les parts de marché de ces deux-là. Donc on a l'impression qu'ils se mettent d'accord dans leur coin, sans regarder la cour d'à côté. Je trouve ça très bizarre en fait. Donc c'est pas si important que ça. Le compte Twitter dédié au smartphone Pixel de Google s'est gentiment moqué d'Apple cette semaine et de son choix d'utiliser le hashtag TechNote, jusque-là exclusivement utilisé par une équipe de basket de la NBA qui porte le nom des Utah Jazz. Rien de bien méchant donc, sauf que l'on voit toujours depuis quelle application les tweets sont envoyés. Et ça, l'équipe de Google l'a probablement oublié parce que ce tweet a été envoyé depuis Twitter pour iPhone. C'est l'arroseur arrosé ou pan sur le bec de l'équipe Pixel, n'est-ce pas, Fabrice ? Ouais, alors c'est toujours drôle parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Il y a plein d'exemples comme ça. Alors le dernier en date qui est pas celui de Twitter, c'est le portable HP qui a fait la pub avec une capture d'écran de macOS dans le portable PC d'HP. C'est toujours drôle. Ça aussi, c'est pas le premier exemple de la chose.
On en a parlé ici d'ailleurs. Voilà. Et puis il y a eu d'autres. Samsung s'est fait avoir avec Samsung s'est fait avoir. Voilà. Le même Twitter pour iPhone. Ouais, c'est drôle. Donc c'est fait. Alors, ils payent des célébrités des centaines ou des millions de dollars pour dire regardez comme quoi Samsung c'est formidable. Et les célébrités en question tweetent ça depuis leur iPhone. Donc ils ont toujours pris la main dans le sac. C'est vraiment très drôle. Ce qui est très surprenant, c'est que ça arrive encore. Quoi. Comment ça se fait que personne ne s'en rende compte avant ou ne contrôle ça. Donc là, que la team Pixel tweet depuis un iPhone, c'est vraiment très drôle. Ça veut quand même dire que les iPhones sont de très bons téléphones. Ça veut dire qu'ils sont, et puis oui, bien sûr, et puis qu'ils sont utilisés par tout le monde, en fait, oui. et qu'on n'y pense même plus. C'est-à-dire que je pense qu'il doit y avoir un peu juste de ça. C'est-à-dire que ah oui, on va se moquer d'Apple, tout ça. Donc la personne qui fait ça sort son téléphone, il a beau être dans la team Pixel, il a un iPhone dans sa poche parce que il y pense même plus. C'est ça que je trouve formidable. Il fut un temps où le temps était à l'orage entre Apple et Taylor Swift. C'est bien fini maintenant, car non seulement son dernier album est évidemment disponible sur Apple Music, mais la superstar s'invite aussi sur le service Fitness Plus dans la section Artistes à l'honneur, qui utilise les morceaux d'un artiste pour donner du cœur à l'ouvrage. Elle y rejoint Alicia Keys, Imagine Dragons, Shakira et bien d'autres. Fabrice, que des stars que tu adores. Naturellement, peut-être pas toutes. Cela dit, ce qui m'a surtout frappé dans cette news, c'est la puissance de Taylor Swift, qui a quand même fait un peu plier l'industrie musicale quand elle se battait contre les services de streaming. Et puis, à beaucoup plus petite échelle, c'est elle qui vient donc de me faire découvrir la section artistes à l'honneur dans Fitness Plus. Je ne savais pas que ça existait et grâce à cette news, je l'ai découverte. Donc je trouve qu'elle est trop forte. Bon, tu vas te mettre à la gym pour autant ? Mon épouse utilise beaucoup Fitness Plus. Je sais pas si elle utilise artistes à l'honneur. Je vais lui demander, mais elle s'en sert beaucoup, quasiment tous les jours. Donc elle aime beaucoup ça. Il est enfin disponible, ou presque, ce sera le cas lundi, le support magnétique de Belkin pour utiliser la fonction continuité, appareil photo et Desk View. Son prix, 34,95€ TTC en France. Dis-moi Fabrice, ça fait cher le bout de plastique ? Un petit peu, sauf que t'exagères, parce qu'il y a un petit morceau de métal dedans. Alors on rappelle que ce support utilise MagSafe pour se coller à son iPhone, et ensuite le petit anneau peut permettre de plus facilement porter son iPhone. On passe un doigt dedans et du coup ça fait comme un pop socket pour ceux qui connaissent. L'anneau en métal permet aussi de poser son iPhone sur une table comme un petit support. Comme ça on peut regarder une vidéo pendant qu'on déjeune. Et puis donc il y a un petit on peut accrocher ça sur le haut de son écran de MacBook ou de son écran qu'on a sur son bureau pour transformer automatiquement son iPhone en webcam. C'est une des fonctions de macOS 13 et liée à iOS 16. Donc c'est peut-être un peu cher, mais enfin je pense que ça doit être assez pratique. En revanche, il me semble que c'est pas très pratique sur le fait que le crochet qui permet d'accrocher ça donc sur l'écran, il est un peu fin, donc c'est très adapté pour un écran de MacBook, mais si on a un écran de bureau un petit peu épais, eh ben ça tient pas. C'est un peu dommage. Mais j'ai lu aussi que le poids de l'iPhone plus le support accroché au haut de l'écran pouvait faire basculer l'écran aussi. Alors oui, si on a un iPhone 14 Pro Max avec l'adaptateur, le support magnétique de Belkin et qu'on met ça sur un MacBook Air, je pense qu'il faut que l'écran soit bien à la verticale pour éviter que ça bascule. En fait, le truc, c'est que cette fonction de continuité appareil photo et de Desk View, qui est chouette, qui permet de montrer à son correspondant son bureau pour faire une démonstration de quelque chose, c'est un effet waouh certain. Je suis quand même pas sûr que ce soit très utilisé non plus. Donc c'est un bel effet démo, mais bon, on va pas le voir tout le temps. La quotidienne iWeek revient lundi. Et bon week-end Fabrice. Bon week-end.